Bienvenue dans Politique, ravie et heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle année, toujours accompagnée par Jean-Marie Colombani, cofondateur de Slide.fr et ancien directeur du Monde. Bonsoir Jean-Marie. Bonsoir Roselyne. Et ravi de vous retrouver également. Ravissement partagé. Oui. Avec Emmanuel Macron, on a souvent droit à des citations latines, in fine, in petto, ex nihilo. Hier, on a eu droit à emmerder. Les vaccinés, j'ai très envie de les emmerder. Et voilà un bourre-pif en pleine paix, comme dirait Audiard, après avoir regretté, il y a de cela 3 semaines, ces petites phrases vexatoires envers les Français. Une petite phrase et un gros boom dans la classe politique, des hauts, des A et des désapprobations continuent de nourrir la machine médiatique. En attendant, la stratégie d'Emmanuel Macron sera-t-elle payante ? Sur celle-ci et bien sûr d'autres, on en parlera plus profondément. On fera le point aussi sur cette drôle de campagne. Et puis Valérie Pécresse veut ressortir le Karcher de Nicolas Sarkozy. On en parle avec David Revaud-Nallon du JDD. Bonsoir David, merci d'être là et bonne année à vous. Bienvenue aussi et bonne année à Yasmina Jaffar, fondatrice de la Ruche Média et journaliste à Franc-Tireur. Bonsoir à vous Yasmina. Bonsoir et bonne année à vous aussi. Et mon cher Roland Quérol, bonsoir à vous. Vous êtes politologue, directeur de recherche bonsoir au et tous mes voeux. Tous mes voeux également. Et en fin d'émission, Véronique Reissoul nous rejoindra pour la politique sur les réseaux. Alors, cette campagne est la somme des petites phrases. La machine médiatique est une bête insatiable qu'il faut nourrir chaque jour. Une querelle, une polémique, un os à ronger pour les oppositions et puis les journalistes. Alors on peut tomber dans le panneau et le déplorer, eh bien donc tombons dans le panneau. On l'assume ce soir en ayant tout à fait conscience qu'on tombe dans le panneau. Donc Valérie Pécresse est aujourd'hui dans le sud de la France pour parler sécurité et elle a déclaré au quotidien La Provence, je vais ressortir le Karcher de la cave. Le Karcher, c'était l'expression que Nicolas Sarkozy en 2015 avait employé lorsqu'il était ministre de l'Intérieur à propos de la cité des 4000 à la Courneuve. Donc on a le sentiment, Jean-Marie, que cette campagne est une course à la petite phrase auprès desquelles on court également, je l'ai dit. Chacun veut attirer l'attention, la com, ça marche comme ça, mais oui. Est-ce que c'est une bonne publicité ? Enfin, on va en reparler pour Valérie Pécresse, ce Karcher. Mais... On va reparler du fond, mais c'est vrai que les politiques ont calé leur modèle en quelque sorte sur le fonctionnement des chaînes d'infos. Et donc, vous l'avez parfaitement décrit, c'est un choc par jour, une émotion par jour, et une polémique par jour, et ainsi de suite. Et c'est assez étrange de voir, puisque vous venez d'évoquer Valérie Pécresse, de la voir la veille protester contre la forme de langage du président de la République, en l'accusant en gros de vouloir faire le buzz, en quelque sorte, oui. Et puis elle-même de s'y livrer le lendemain à propos du Karcher, accusant Emmanuel Macron de diviser, et elle-même divisant à son tour, ainsi de suite. Alors, l'idée générale aujourd'hui, c'est que la télévision va être dominante dans cette campagne, doublement par elle-même. Et les réseaux sociaux. Et en même temps, à cause du virus. Oui. Et le virus étant ce qu'il est, avec les incertitudes qu'il porte, les campagnes traditionnelles n'auront pas lieu d'être, ou plus difficilement. Et donc, beaucoup va se jouer à la télévision. Donc, on en a un avant-goût maintenant, avec les mêmes qui vous disent... il faut des vrais débats, il faut des débats de fond, parce que quand même l'important c'est une... Et puis ceux-là même se livrent à la bataille des petites phrases. Donc ça nourrit un peu plus le sentiment de distance que l'on peut avoir avec eux. Mais ce que vous dites Jean-Marie, c'est, David, derrière la petite phrase, il y a des vrais sujets. Mais alors nous, on est là, on parle de la petite phrase, et on va en parler. Bon, voilà, on assume, mais... Il y a la sécurité, donc ça vient dire aussi quelque chose de Valérie Pécresse qui en quelque sorte essaye de tourner le dos à la polémique Covid où on voit bien qu'elle est dans l'embarras suite à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale parce qu'ils ne sont pas très clairs dans son camp, dans un quart je veux pas du pass vaccinal, un quart je ne suis pas là pour voter. Donc en quelque sorte on a le sentiment qu'elle fait diversion. Oui, le problème est, vous l'avez parfaitement résumé, le problème est que la petite phrase, finalement, risque de camoufler ou d'emporter les vrais sujets et les sujets de fond. Et il faut quand même le dire, vous l'avez dit tous deux, depuis le début de l'année, depuis quelques jours, et même depuis la pré-campagne, depuis la rentrée de septembre, on assiste quand même à une série de débats politiciens de très très bas étage, alors que précisément, il y a toute une série de dossiers extrêmement
enfin, décisifs. J'en cite quelques-uns à la volée, mais on pourrait en trouver beaucoup d'autres. La santé, l'hôpital. La dette qui a explosé, dont personne ne parle, avec le quoi qu'il en coûte, la santé, l'hôpital, l'école. La droite, elle en parle, Valérie Pécresse. Ouais. Mais pour dire, il a cramé la caisse. Oui, mais enfin, pour dire, il a cramé la caisse. Donc là, on revient à votre point, c'est-à-dire la petite phrase. Donc, on peut se demander si, avec cette propension, effectivement, des candidats et de leurs entourages à s'adapter à l'époque et donc aux chaînes d'infos en continu et aux réseaux sociaux, et avec cette campagne qui, pour la première fois, ne se fera pas en présentiel, comme on dit, puisque c'est le mot à la mode, il n'y aura pas de meeting, pas de distribution de tracts, de porte-à-porte, puisque les gestes barrières vont étouffer tout ceci, vont étouffer la fameuse rencontre entre la France et le candidat ou la candidate, avec les masques et la distanciation sociale. Évidemment, on va tomber dans ce travers. Je crains fort que dans les 3 mois, les 96 jours qui nous séparent du premier tour, on ne retrouve pas le chemin d'un débat serein, sérieux et solide sur les vrais sujets. Roland Quérol, est-ce que vous êtes d'accord à ce qui vient d'être dit? Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter à ce qui a été dit? Mais plus encore, est-ce qu'effectivement, la petite phrase va être notre lot quotidien sans qu'on cherche dans le fond à aller dans le fond des choses, justement? Écoutez, je pense qu'on aura l'un et l'autre pendant cette campagne. On aura bien sûr les petites phrases et les mots savamment ourlés pour être repris. Je remarque d'ailleurs que la télévision a bon dos, parce que ce qu'on commente aujourd'hui, qui sont les petites phrases de Macron et celles de Pécresse, c'était pour le premier dans le quotidien Le Parisien et le deuxième dans le quotidien La Provence. Donc la presse écrite, elle a son lot, et c'est même souvent là que ça passe. Les télévisions se contentant de reprendre. Quand on fait des émissions en direct, on fait plus attention à son vocabulaire que quand on parle à des journalistes ou à des lecteurs qui étaient convoqués par Le Parisien pour leur parler en direct. Donc attention, c'est pas la télé et les réseaux sociaux, c'est l'ensemble des médias qui se prêtent volontiers à tout ça. Moi, je crois que c'est ça forcément une campagne. Une campagne, c'est à la fois des choses sérieuses, des programmes, des affrontements d'idées, des débats, il y en aura, et ils seront sûrement d'une très bonne qualité, et là, ils feront très attention à leur vocabulaire. Et puis, il faut bien de temps en temps attirer l'attention, comme vous dites, faire le buzz. Et ça, on sait bien que c'est toujours prêt à démarrer, que donc si on veut marquer un point, eh ben on marque un point. Avec souvent, ce qui est quand même très frappant, le niveau de mauvaise foi. Quand je vois Valérie Pécresse indignée par les propos de Macron, à qui elle fait le reproche de diviser les Français en deux, les vaccinés et les non-vaccinés, alors qu'elle-même avait réclamé publiquement dans la primaire de la droite qu'on confine les non-vaccinés, je trouve que c'est un peu gonflé. Surtout quand, après, se réfugier dans le Karcher, laissé dans la cave par les successeurs de Sarkozy. Donc il y a une mauvaise foi évidente, c'est évidemment surjoué par les acteurs. Et c'est à mon avis à ça qu'ils devraient faire attention, parce que je crois que les téléspectateurs et les pratiquants des réseaux sociaux commencent à être très habitués aux postures de communication des candidats, et ils le voient quand on surjoue l'émotion ou l'indignation notamment. Yasmina Jaffar, il y a une expression américaine qui est utilisée dans la pub ou la com qui est le carpet bombing, c'est le tapis de bombe, c'est-à-dire la diffusion massive de messages. Est-ce qu'une présidentielle, c'est ça aussi? Parce que là, on est en train de dire Zemmour, on l'entend plus trop, il y a un trou d'air. Est-ce que c'est exister, c'est être toujours là, quoi qu'il arrive, même pour dire des sottises parfois? Mais la présidentielle ressemble à son époque, et nous sommes dans cette époque, en effet, de un jour une phrase. Peut-être dans 1 an ou 2, nous serons dans 1 minute une phrase, et là, on va faire beaucoup de mal et à la sémantique, et à la langue française et au débat public. Donc c'est vrai que vous le disiez en entrée, que nous tombions, nous, dans le panneau média à répéter cette phrase, mais Madame Pécresse est aussi tombée dans le panneau parce qu'elle a eu envie, comme vous le disiez, de faire de la surenchère, de faire parler d'elle, en oubliant, et je suis complètement d'accord avec Roland Quérol, l'esprit de la mauvaise foi. À chacun sa petite phrase, et demain, ça sera peut-être quelqu'un d'autre, peut-être Nadine Morano qui rejoint
le cercle de Valérie Pécresse, peut-être on est habitué aux phrases parfois pas très réfléchies. En ce qui concerne Emmanuel Macron, c'est toujours assez réfléchi parce qu'il y a aussi une envie de séduire peut-être le lecteur du Parisien avec qui il est là pendant 2 heures et paraître gentil, proche des Français. Alors parler comme tout le monde, parler aussi comme Zemmour, parler cash. Mais Nadine Morano, on ne sait pas. Donc on peut tout attendre dans cette campagne, évidemment. Et encore une fois, elle ressemble à notre époque. Faut-il en être triste? Je ne sais pas. En tout cas, c'est ce que nous sommes. C'est notre miroir. Jean-Marie, sur justement le terrain sécuritaire sur lequel va Valérie Pécresse, elle dit le Karcher, donc rappelant les propos de Nicolas Sarkozy, qui était une promesse qui est tombée non pas dans les poubelles de l'histoire, mais en tout cas la poubelle de la puissance de l'État. C'est-à-dire que cette promesse n'a jamais été tenue. C'est-à-dire, quand je dis Karcher, en déplaira à certains peut-être, mais en tout cas, ce qu'il disait de nettoyer de la violence, de la drogue, de l'insécurité, les quartiers. Est-ce qu'aujourd'hui, ça montre... est-ce qu'elle a raison de se rappeler au bon souvenir de cela? Est-ce que ça a des inconvénients et des avantages, on va dire? Alors, vous évoquiez Nicolas Sarkozy. Le problème de Nicolas Sarkozy, c'est qu'il était confronté en fin de mandat au fait qu'il avait supprimé 12 ou 15 000 postes de policiers. Donc, évidemment, ça ne cadrait pas avec l'idée du Karcher. Et depuis le départ, Valérie Pécresse, même au temps de sa campagne pour les régionales, a voulu se positionner sur ce créneau de la fermeté et de l'autorité et de la sécurité. Pour elle, elle s'est dotée de cela comme son ADN, auquel elle a ajouté, avec l'arrivée de M. Stefanini à ses côtés, l'immigration. Donc voilà, et donc elle décline cela, elle va le décliner tout au long de la campagne, parce qu'elle considère à la fois que c'est le sujet prioritaire, en quoi on peut discuter, mais enfin elle considère que c'est le sujet prioritaire, et elle-même, elle veut montrer, forger sa personnalité, sa présidentialité à travers ce thème. Donc c'est cela qu'elle joue, c'est cela qu'elle veut ressusciter, même si évidemment on peut critiquer la forme, parce qu'en effet, la formule du Karcher n'a pas été vraiment triomphante. Non. Et donc on ne fait pas appel à quelque chose qui a été extraordinairement efficace. Donc c'est un peu à double détente. Mais elle veut absolument camper la personne qui va incarner le plus de sécurité. Oui. Juste pour revenir, c'est vrai que ça n'a absolument pas été efficace en termes de résultats, de politique publique, de sécurité. En revanche, dans la montée vers le pouvoir de Nicolas Sarkozy, là il s'agit moins de politique publique que d'arguments électoraux et d'arguments de vente. Ça avait été assez efficace. Et d'ailleurs, souvenez-vous, c'était toujours un petit peu le même système. La gauche s'était indignée, avait poussé des cris d'orfraie, estimant qu'il était absolument infâme d'utiliser de tels termes, alors que la droite, évidemment, avait beaucoup apprécié. Bien sûr. Alors, je vais dire un gros mot, mais c'est le président qui l'a dit, c'est pas moi. Emmerder, du verbe donc emmerder, j'emmerde, tu emmerdes, il emmerde. Et donc, c'est Emmanuel Macron, il a envie d'emmerder les non-vaccinés. Il l'a dit aux Parisiens, ça a choqué bien évidemment, mais c'est une stratégie. D'abord, ça m'a l'air d'être une stratégie. Est-ce que c'est risqué, Roland? Est-ce que c'est une stratégie qui aura un petit gain ou au contraire, ça peut être gagnant-gagnant? Parce qu'il est sur un terrain, écoutez, on va dire, qui est pour lui, la crise sanitaire, c'est le terrain où il est à l'aise en tant que chef de l'État. Oui, le tort qu'il a peut-être eu en répondant à cette infirmière lectrice du Parisien, le tort qu'il a peut-être eu, c'est de ne pas rappeler, pourtant il le fait souvent d'habitude, que ce « emmerder les Français » était une citation de Georges Pompidou en 1966, où il avait dit, nous avait rapporté Chirac, il avait dit à son Conseil des ministres, arrêtez d'emmerder les Français, c'est-à-dire de faire sans arrêt des textes qui compliquent leur vie quotidienne. Et lui, du coup, se situait dans cette tradition de vouloir ou pas emmerder les Français, et disait, moi j'ai bien envie d'emmerder les non-vaccinés. Ce qui aurait un peu amorti le choc, parce qu'on se demande sans quoi d'où est sortie cette emmerder. Sur le fond, moi je crois que le risque n'est pas extrêmement grand. Le risque n'est pas extrêmement grand pour lui, au contraire, parce qu'il y a 92% des Français qui ont fait leur schéma vaccinal complet. Donc les non-vaccinés, surtout les non-vaccinés qui ne sont pas identifiés comme politiquement plutôt tel ou tel,
sauf qu'il y en a plus aux extrêmes, c'est quand même peu de monde en France. Et qu'on sent monter dans l'ensemble de l'opinion publique, jusque chez les médecins qui s'expriment volontiers là-dessus maintenant, on sent monter une espèce de ras-le-bol devant ces gens qui ne sont pas vaccinés, à cause de qui il y a de moins en moins de lits disponibles pour les Covid, notamment en réanimation, et qui certains meurent de surcroît. Donc je pense qu'il peut s'appuyer là, non pas sur telle ou telle fraction de l'opinion publique, mais sur une bonne part de l'opinion publique, qui bien sûr vont trouver que emmerdé, un président ne devrait pas dire ça, mais qui en même temps, sur le fond, vont se retrouver d'accord avec lui. Alors, Yasmina Jaffar, on va écouter Éric Zemmour, donc une réaction, dont on dit d'ailleurs qu'il traverse un trou d'air. On en revient à la même chose parce que on n'entend plus beaucoup. Alors, est-ce que c'est un trou d'air parce qu'il ne sature plus, en tout cas, l'espace politique? Ça, c'est encore un autre sujet. Mais on l'écoute et vous réagissez. Il veut faire du Covid le sujet de la présidentielle pour pouvoir être tranquille, qu'on ne parle pas de son bilan et surtout, qu'on ne parle pas de l'identité de la France que j'avais réussi à imposer comme thème majeur de la campagne présidentielle à l'automne. Il clive. Il fait de la politique. Oui, donc vous avez répondu à ma question. Il a réussi, Emmanuel Macron, à vous imposer son tempo, à imposer le paradigme covidien comme le sujet qui écrase tout dans cette campagne. Vous avez raison, il a réussi là pendant une semaine. Ça ne durera pas autant que les impôts, comme dirait mon père. Alors, Yasmina Jaffar, le Covid qui écrase tout, est-ce que dans le fond, c'est un peu ce qui se passe, c'est-à-dire que Emmanuel Macron reste sur le sujet sur lequel il sait qu'il a en tout cas le costume de protecteur, le costume de celui qui protège les Français et qui, dans le fond, il est à l'aise. Mais quand on est à 300 000 contaminations jour de Omicron, on ne peut pas faire autrement que de parler de ce qui se passe dans le pays. Ça n'est pas une posture que de vouloir parler comme un médecin de sanitaire parce qu'il faudrait en parler. Non, il en parle parce que c'est l'époque, c'est l'instant, c'est maintenant. Et il y a 2 mois, peut-être, ça n'était pas le cas. Aujourd'hui, c'est le cas. Il y a 2 mois, si Omicron avait été aussi fulgurant pendant la montée d'Éric Zemmour, peut-être qu'Éric Zemmour n'aurait pas pris autant d'audience parce que l'évidence, c'est d'abord de protéger les Français, d'essayer de convaincre ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, non pas parce qu'ils sont anti-vax, mais parce qu'ils ont peur que peut-être c'est une solution. Les chiffres à l'appui, on se rend compte que ceux qui ont la 3e dose et qui ont passé les 80 ans s'en sortent, d'autres meurent. Donc, il y a des priorités. Et donc, quand Éric Zemmour dit « c'est parce qu'il ne veut surtout pas parler d'identité », non, Emmanuel Macron n'est pas sur le thème de l'identité. C'est Éric Zemmour qui est sur le thème de l'identité et qui est frustré parce qu'aujourd'hui, nous n'en parlons plus. C'est son obsession qu'il essaye d'amener sur tous les débats. Et Emmanuel Macron, parfois, a répondu sans vraiment le citer. Mais là, ça n'est pas l'heure, en fait. Si aujourd'hui, Emmanuel Macron, candidat devait jouer la course à la petite phrase pour répondre à Éric Zemmour, alors il serait un piètre candidat. Donc là, ça n'est pas peut-être plus Valérie Pécresse qui serait un danger pour lui en deuxième partie d'élection, mais en tout cas Éric Zemmour, oui, ça n'est pas son obsession, ça n'est pas son sujet. Donc le sujet aujourd'hui, c'est d'essayer de faire en sorte que les Français aillent bien. Mais David, on a l'impression que chacun choisit un peu son terrain, un peu de prédilection. Et c'est vrai qu'à droite, il y a quand même un embouteillage sur le sujet de la sécurité, de l'identité, etc. Et on voit bien qu'Emmanuel Macron ne met pas trop le pied dedans. C'est vrai qu'on a coutume de dire que celui qui impose le thème, le terrain d'affrontement de la campagne, a de fortes chances de l'emporter. C'était le cas, souvenez-vous, avec Sarkozy en 2007, avec Hollande en 2012, même avec Macron, même s'il a eu beaucoup de chance de fait des circonstances. Le pari de miser sur les 90% de vaccinés, comme l'expliquait Roland Quérol, répond un petit peu à votre question initiale. On voit bien que ce n'est pas du tout un dérapage, ce n'est pas du tout une erreur, c'est une frappe ciblée, calibrée, une provocation assez macroniste d'ailleurs dans l'esprit. On se demandait, souvenez-vous, après avoir vu son intervention sur TF1 il y a 3 semaines, jusqu'à quand durerait le mea culpa. Voilà, ça a duré 3 semaines. Le mea culpa sur les petites phrases, les foucades et les sorties un petit peu à l'importe-pièce. Le mea culpa,
Il a duré 3 semaines. Après, c'est un objectif politique bien précis, bien ciblé, et on voit que pour l'instant, ça fonctionne plutôt bien, puisque quel est l'objectif ? C'est un piège. Un piège pour l'extrême droite, qui est obligé de défendre finalement, presque l'indéfendable. Oui, les antivax. Les antivax. Alors lui, il utilise... C'est à ça qu'il veut pousser évidemment. droite, ouais. Et puis, Pécresse, il veut, et c'est ce que démontre l'examen du projet de loi passe sanitaire à l'Assemblée, où la droite ne sait plus vraiment où elle habite, puisque je ne sais pas si vous avez vu, il y a un tiers des députés qui ont voté pour le texte, un tiers qui s'est abstenu, un tiers qui a voté contre. Oui, c'est ça. Moi, je disais un quart, mais... Donc, évidemment, et depuis le débat, depuis quelques jours, l'entourage du président n'a qu'une idée en tête, c'est de montrer que Valérie Pécresse, là encore, on retombe sur votre point, court après l'extrême droite. Vous avez 3 candidats qui se tiennent en quelques points. Ouais. En deuxième position derrière Macron, c'est Zemmour, Le Pen, Pécresse, qui cherchent évidemment à s'imposer comme le qualifié du deuxième tour, et qui donc... se suivent la roue de très très près, se marquent au maillot, et vous l'avez vu, expérience chimiquement pure, la polémique sur le drapeau du 1er janvier, où évidemment Le Pen, Zemmour, puis Pécresse sont exactement sur le même terrain. On peut renverser tout à fait les choses. Je souscris à ce que dit David, bien sûr, mais on peut les renverser aussi, parce qu'il y a une prise de risque évidente de la part d'Emmanuel Macron, parce que vous avez tous deux fait référence, ou tous trois même fait référence à sa prestation sur TF1. La main sur le cœur, il y a des mots qui blessent. Il y a des mots qui blessent, et donc je ne veux pas les prononcer, ainsi de suite. Pardon, j'ai appris. Appris quoi ? Donc ça veut dire que ça renvoie à l'opinion une image d'insincérité. Et ça, c'est dévastateur. Premier risque. Deuxième chose, quand il parle de cette façon, que je sache en France, il n'y a pas d'obligation de vacciner. La vaccination, contrairement à l'Italie, n'est pas obligatoire. Donc vous ne pouvez pas faire reproche à une partie de l'opinion. Quand vous êtes président de la République, vous ne pouvez pas les stigmatiser, puisque vous-même, président de la République, vous laissez les gens libres de se vacciner ou de ne pas se vacciner. Donc vous êtes celui qui divise, alors que 3 semaines auparavant, vous avez posé dans le grand unificateur, le grand rassembleur, ainsi de suite. Et petit point au passage, vous méprisez le Parlement, parce qu'il fait cette sortie en plein débat d'un texte important où l'attention devrait être polarisée précisément parce que Valérie Pécresse et les siens sont en difficulté sur les débats du Parlement dont il n'a que faire. Une fois de plus, il montre son dédain de l'institution parlementaire. Donc vous voyez, tout ça, ça accumule quand même un petit peu les risques, alors qu'il était parti sur un bon tempo, puisque tout avait démarré par le drapeau. Et le drapeau, c'était une erreur de Valérie Pécresse, parce que le cœur de l'électorat d'Emmanuel Macron pense que l'Europe est un espace de puissance pour la France. Et donc Valérie Pécresse, elle s'était mise dans la roue de l'extrême droite, de Zemmour et de Marine Le Pen. Et donc, faute. Et il suffisait de recueillir les fruits de cette faute. Et en plus, venait ensuite le débat au Parlement qui montrait la division des troupes de Valérie Pécresse. Donc il n'avait pas besoin de cela. D'autant moins besoin que le Premier ministre avait très bien dit les choses de façon sobre mais ferme, en disant oui, notre stratégie, c'est de concentrer les contraintes, les restrictions sur les non-vaccinés. Ça suffisait. Et donc je pense que là, il a pris des risques en termes d'opinion, d'image que l'on peut avoir de lui-même, qui contredisent ce qu'il disait 3 semaines auparavant et qui vont jeter le trouble parce que ce type-là est insincère. Et puis sur le registre lexical, c'est un détail, mais ça a son importance. Roland Quérol a parfaitement raison de faire référence à la phrase de Pompidou en 1966. Emmanuel Macron, en petit comité avec ses conseillers, l'utilise très souvent. Il a fait quelques amères expériences qui ont donné l'occasion. Les 80 km/h, bien sûr, les gilets jaunes. Mais je ne crois pas que les Français le sachent. Et je crois que les Français, ils sont quand même... Alors, c'est un détail, mais ça a quand même sa petite importance. Je crois que les Français n'aiment pas que le président utilise un registre trivial, un peu familier. Et quand vous lisez toute l'interview, au-delà de ce mot, c'est vrai qu'il surjoue un peu le café du commerce, Emmanuel Macron. On va boire un canon, on va au resto, on va s'en jeter un. C'est un peu too much. Et donc, pour rebondir sur ce que vous disiez sur l'insincérité... Voilà. Alors, j'ai envie de dire, cette accusation de populaire, populiste, certains le diront... Pardon ? C'est un risque. C'est un risque. Roland, c'est vrai que, alors on ne va pas remonter au calendrier grec, mais Henri IV parlait de la poule au pot pour le dimanche, hein, donc c'était un peu popu. C'est vrai, Macron parle d'aller boire un canon. D'un autre côté, est-ce que les Français en ont pas marre de cette
image aussi surannée de cette figure du roi, même si il s'en est servi, Emmanuel Macron, puisqu'il disait avant son élection, il manque à la France la figure du roi. Mais on lui fait parfois le reproche qu'on est dans une monarchie républicaine, et à la fois que quand il se lâche un peu parce qu'il parle comme les Français, on le lui reproche. Est-ce que, vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que malgré tout, le reproche de la monarchie républicaine, c'est un reproche que font les politiques, les journalistes ou les politologues. Mais pas du tout les Français. Les Français s'en fichent. Ah oui. Les Français s'en fichent. Les Français, ils sont pour l'autorité et ils sont pour un chef qui cheffe. Même s'il dit des dans gros ce mots. Covid, particulièrement. Mais ça, je pense que ce serait mieux de ne pas le faire. Ah, d'accord. C'est vrai que ça se fait pas. C'est pour ça que je dis qu'il aurait dû citer Pompidou pour expliquer pourquoi il utilisait ce mot. Sûr, c'est vrai. Mais c'est pas grave. Le plus important, c'est de donner le sentiment qu'on a une ligne, qu'on a une stratégie, qu'on fait quelque chose. C'est le Covid qui domine les choses. Vous savez, on parlait, c'est François Bayrou qui avait lancé cette idée qu'il fallait être là où seront les conversations de la dinde de Noël en famille. Les conversations de la dinde de Noël en famille, ils ont été sur le Covid, pas sur autre chose. Donc il fallait absolument se repositionner autour du Covid d'une façon un peu énergique. Et ça, en termes de communication, il l'a réussi. De la même façon qu'il a réussi le coup du drapeau européen, parce que les autres n'ont pas compris et ils ont plongé dans une espèce de défense patriotarde d'un drapeau français qui n'est en général pas sous l'Arc de Triomphe, une fois seulement dans des grandes cérémonies. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont tous... Vous disiez, on va tomber dans le panneau en vous amusant tout à l'heure, mais les politiques sont tous tombés dans le panneau. Oui, mais tous. À commencer, c'est ça qui m'étonne, moi, à commencer par Valérie Pécresse, parce que depuis qu'elle a été désignée par le Congrès des Républicains, elle fait très exactement la campagne de M. Ciotti. C'est celui qui est arrivé deuxième, qui a dicté les thèmes de la campagne de Valérie Pécresse. C'est drôle parce qu'il arrive pareil chez les écologistes, où Jadot reprend en permanence Sandrine Rousseau pour être sûr que sa numéro 2 l'embêtera pas. C'est les numéros 2 qui ont gagné. Et c'est un danger pour Valérie Pécresse, parce que vous ne gagnez pas une présidentielle en récupérant seulement des voix d'extrême droite, en essayant de piquer à Zemmour ou à Marine Le Pen des électeurs partis des Républicains. Avec ça, vous ne gagnez pas une présidentielle. Il faut aussi, et c'est de là que vient Valérie Pécresse, il faut aussi récupérer les libéraux, les centristes, les Européens. Or, même sur l'Europe, quelquefois elle parle de l'Europe, c'est pour écorner la construction européenne, pour dire que ça ne va pas, et pour là aussi nous mettre du nationalisme. Je crois qu'il faut qu'elle fasse attention. Elle est partie sur la vieille idée mitterrandienne. On rassemble le camp auquel on appartient au premier tour et on s'élargit au deuxième, mais on n'est pas dans un combat gauche-droite classique. Je crois que c'est très dangereux pour elle d'oublier son aile libérale. Et ça s'est vu d'ailleurs dans ce débat sur le pass vaccinal à l'Assemblée nationale. Il y a toujours de vrais centristes et de vrais modérés républicains parmi les républicains. Et je crois qu'il faut qu'elle fasse attention de tenir la dragée haute dans les deux cas, et être plus égal envers les deux fractions. Et c'est amusant, Yasmina Jaffar, parce que c'est pas le reproche qu'on fait à Emmanuel Macron. On lui dit pas il est trop à droite, il est trop à gauche. Il est tranquille avec son en même temps finalement, parce qu'on lui allait là, il va piquer un peu à gauche. Et donc son en même temps, ça a été quand même une trouvaille qui lui enlève pas mal d'épines du pied. C'est un concept qui en fait, en quelque sorte, l'a un peu protégé de ce clivage. Oui. Non ? On peut dire que le macronisme, vu que ça n'existe pas en dehors de lui, on peut dire que c'est ça, si on doit le résumer. Mais c'est vrai que, pour ajouter à ce que disait très justement Roland Querol, Valérie Pécresse, en plus, cite Nicolas Sarkozy qui ne la soutient pas encore. Donc, choisir l'imitation, manquer d'imagination, dans un moment où on a eu l'impression, il y a quelques semaines, que les LR et cette droite-là étaient finis, c'est quand même dommage de ne pas se renouveler et d'arriver avec une sémantique qui n'est pas la sienne et qui est extrêmement datée, c'était en 2004. Et donc Emmanuel Macron, à côté, 2015, en 2004 pour le Karcher. Non, donc 2015. Non. Ah, 2004 Le Karcher. Le Karcher. Oui. Donc c'est daté, c'est un manque d'imagination. Et c'est des phrases de quelqu'un qui ne la soutient pas encore. Donc c'est une erreur absolue d'un point de vue de la communication. Et en effet, Emmanuel Macron, lui, de son côté, a choisi de n'être ni à droite ni à gauche et est assez confortable, vous le dites très justement, à ne pas choisir de camp. Elle a choisi un camp, celui d'élection
très justement dit, un autre camp, celui de l'ancien président de la République qui ne la soutient pas encore, et en même temps, elle oublie l'essentiel de ce qu'est la droite quand elle veut faire renaître, au contraire d'Emmanuel Macron, la droite et la gauche, par une attitude en faisant renaître des partis, mais en choisissant de suivre l'extrême droite. Donc c'est extrêmement flou, et on n'a pas le sentiment que ça puisse être gagnant. Un petit mot avant de passer à la chronique sur les réseaux avec Véronique Reilsoult. On va quand même, on a retrouvé la petite image de Nicolas Sarkozy, donc ce fameux Karcher qu'on va réécouter quand même. Si on peut passer l'image. Non. Une visite sur une. Oui, c'était une visite sur la dalle d'Argenteuil. Non, on peut pas la voir. Quelqu'un l'interpellait depuis sa fenêtre. Ouais. Et il lui répond, mais vous inquiétez pas, madame, on va nettoyer au Karcher. Oui, alors, bon, je crois qu'on n'a pas le... Tant pis. Ouais. Juste pour rebondir sur ce que disait Yasmina. Bon, tant pis. On peut l'écouter ? Oui, on peut l'écouter. Le terme nettoyer au Karcher est un terme qui s'impose. Parce qu'il faut nettoyer cela. Le mot nettoyer. Et alors, excusez-moi, mais nettoyer, on n'est pas des animaux. On n'est pas une qu'est-ce qu'il dit ça? On nettoie les trafics. Bon, ça, c'était la deuxième séquence, parce que la première, c'était celle à une dame, effectivement, comme vous disiez, au balcon. Oui. Mais nous, on a reprendre juste un mot de Yasmina tout à l'heure en disant le confort d'Emmanuel Macron. Jusqu'à présent, le grand confort d'Emmanuel Macron, c'est ce qu'il a en face de lui. Parce qu'en face de lui, il a en effet Valérie Pécresse qui ne décolle pas, malgré un bon démarrage. Ouais. Elle ne décolle pas. Et une extrême droite qui est séparée en deux. Donc c'est en effet une position confortable pour lui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, mais pour le moment, le grand confort et sa grande certitude, c'est ce qu'il a en face de lui qui le sert, évidemment, plus que sa propre stratégie, me semble-t-il. Oui, et juste un mot pour finir sur Nicolas Sarkozy. Est-ce que ce que disait Yasmina, c'est-à-dire que ça montre que la droite, quand même, va chercher faire sa soupe dans un vieux pot, c'est le manque d'imagination et qu'elle ressort des... Sur une de ses jambes, la droite, on l'a dit, court, si j'ose dire, à cloche-pied derrière Éric Zemmour et Marine Le Pen. Et puis sur l'autre jambe, effectivement, elle ressuscite des formules qui avaient eu leur succès en leur temps. Mais je rappelle que c'était quand même il y a 18 ans. Oui. Donc on le disait, la campagne a changé, le monde politique a changé. Ça fait un peu, comme vous l'avez dit, vieux pot et pas forcément les meilleurs. Merci. On va passer à la chronique sur les réseaux. Vous allez laisser votre place à Véronique Reissoult. Merci David. Bonjour Véronique. Bonjour. Bon, vous faites votre petit ménage. Voilà. Bon, alors, donc, la semaine de rentrée des élections, ces élections... Est-ce que ça mobilise? Voilà, merci Véronique. Eh bien non, en fait les Français ne sont pas vraiment rentrés encore dans l'élection, on en avait déjà parlé. Et du coup on a regardé depuis le 6 octobre, donc sur plusieurs mois, est-ce qu'il y a eu des pics, est-ce qu'il y a une réalité, est-ce que ça intéresse les Français? Et quand vous regardez la courbe, vous voyez que oui, avec la dinde sans doute, comme disait M. Carole, il y a eu un petit sujet élection autour de la table de Noël, mais globalement pas plus que ça, et un petit pic là en ce moment où on se pose quelques questions, mais globalement, les Français ne parlent pas tellement de l'élection présidentielle. Oui. Et l'une des raisons, c'est entre autres ce que vous venez d'évoquer, c'est que les Français, on voit, ils disent qu'il n'y a pas beaucoup de suspense, sauf le sujet de savoir si Valérie Pécresse a au deuxième tour ou pas. Ouais. Mais globalement, ils ont l'impression que c'est déjà un peu joué. Et ils s'en fichent un peu ou... Ils s'en fichent. Enfin, c'est pas qu'ils s'en fichent, c'est mais encore trop loin, peut-être. C'est loin. Il n'y a pas vraiment de suspense. Ils ont l'impression que tout est un peu joué. Il y a d'autres sujets plus importants pour eux. Donc, c'est pas un sujet de préoccupation. Il y a eu un effet Zemmour à un moment donné qui faisait qu'on en parlait un peu plus, mais cet effet, il est nettement en train de baisser. Et d'ailleurs, quand on regarde la visibilité de Emmanuel Macron et de Éric Zemmour, qui sont les deux candidats et supputés candidats qui se sont croisés constamment sur le centre d'intérêt, on voit que Éric Zemmour, ça descend. Et voilà, l'effet, il est un peu passé. Ce qui n'est pas le cas, bien évidemment, pour le président de la République, pour plein de raisons. D'abord parce que c'est le président de la République, et puis il y a eu quelques sujets comme celui que vous avez évoqué. Et d'ailleurs, quand on regarde la visibilité cette fois-ci, cette semaine, eh bien, Éric Zemmour, pour la première fois, il est passé en 4e place. Donc, voilà, c'est... je ne sais pas si on peut parler de normalisation, mais l'effet surprise, les polémiques sont un peu passées. Et donc, il n'y a plus vraiment... Voilà, 85 000 messages, vous voyez, c'est pas beaucoup. Il arrive en 4e. Donc, ça n'est plus lui qui tire...
l'intérêt, on va dire, sur la présidentielle, parce que c'était quand même beaucoup lui qui faisait qu'on en parlait un peu. Et il n'y avait pas des petites vidéos là? Non, en fait, c'était après, en fait, pour expliquer ce manque d'intérêt pour l'élection présidentielle, il y a Zemmour, mais surtout le vrai sujet, c'est que le sujet, c'est la pandémie, quoi. Enfin, les Français, ils parlent d'un sujet, c'est la pandémie. 4,3 millions de messages entre le 1er et le 5 janvier, ça vous donne une idée du volume et de la préoccupation des gens. Et sur ces 4,5 millions, il y a 2,2 millions de messages sur le vaccin et 1,1 million sur le pass vaccinal. Donc l'élection présidentielle, c'est loin, d'autant que quand on regarde les commentaires, les gens disent mais les candidats, ils peuvent rire sur la pandémie, on voit bien. Et les débats qu'il y a eu pendant ces quelques jours leur ont montré que voilà, c'est pas un sujet de présidentiel. Et leur sujet, c'est ça. Alors, il y en a qui préfèrent en rire. Donc, je vous ai sélectionné un tweet qui résume ce qu'on pouvait trouver pour les gens qui ont envie d'en rire et qui disent voilà, jamais eu le Covid, ni été cas contact, wow, je suis une légende, c'est devenu tellement incroyable, on est tellement à part. Globalement, le sujet, c'est que les gens pensent que le vaccin reste le moyen de s'en sortir, au point où, c'est pas forcément par adhésion, mais par soumission et par résignation, vous avez 66% des Français qui sont favorables au pass vaccinal. C'est un sondage qu'on vient de sortir pour Le Figaro. Et rajoutons que d'ailleurs, après l'interview d'Emmanuel Macron, il y a eu 66 000 personnes qui se sont allées, de primo-vaccinés qui sont allées. Donc il y a eu un impact, c'est ce que disait tout à l'heure. D'une façon générale, je parle sous le contrôle de Véronique, mais il me semble que l'opinion, en gros, crédite plutôt le président de la République et le gouvernement de sa gestion sanitaire, auquel il faut ajouter le complément du quoi qu'il en coûte, qui est moins fort que la première fois, mais qui rappelle aux entrepreneurs à quel point l'État les a aidés. Ça, ce sont des avantages considérables pour la présidentielle. Et juste pour terminer sur petit sondage dont je vous ai parlé, parce que vous parliez de la phrase, c'est assez révélateur aussi. Quand on leur demande de réagir à la fameuse phrase, bien on voit que sur le fond, les Français, ils sont plutôt d'accord avec Emmanuel Macron. Envie de continuer à emmerder les non-vaccinés, 59% des Français disent oui, d'accord. Un irresponsable n'est pas un citoyen, moins d'adhésion, plus contestable. Et sur la forme, par contre, non, ils devraient chercher à convaincre plutôt qu'à contraindre. 70% ne sont pas d'accord donc avec son propos. Et il ne devrait pas dire ça pour 63%. Donc on voit que globalement, il est crédité de plein de choses, mais la forme risque d'être un petit sujet compliqué. Merci beaucoup. Merci à Roland Quérol et à Yasmina Jaffar d'avoir été avec nous de loin. Je vous salue, chers amis, de trop loin, bien sûr. Et merci Jean-Marie, merci Véronique. Et aussi un grand merci à Charlotte Urien-Tomaquet et à toute l'équipe technique. À très vite. Je continue. France 2020.